Europe 1, garde d'asile, Jean-François Lemoine, Sauveur Beaucris. Une émission truquée, corrompue et incompétente. J'ai écouté là une émission sur Europe 1, de la maison Lagardère, celle qui finance le site Doctissimo. Vous pouvez l'écouter ici. C'est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire quand on est journaliste, et un modèle de ce qu'il faut faire quand on est lobbyiste. Le sujet était d'importance, car il s'agissait de savoir à propos du garde d'asile s'il fallait avoir peur des vaccins. Les invités d'Europe Soir étaient le docteur Jean-François Lemoine, le docteur Sauveur Beaucris et madame Corinne Lepage, que je cite en dernier pour ne pas la mélanger aux deux propagandistes. Nicolas Poincaré, le médecin, le journaliste généraliste, n'en a pas placé une, tétanisé qu'il était par Jean-François Lemoine, le docteur Europe 1, chef du rubrique et ne connaissant pas manifestement le sujet. J'ai donc redécouvert pendant cette émission le docteur Jean-François Lemoine, visiteur médical de Sanofi Aventis, dont les liens et conflits d'intérêts sont tellement importants qu'il est difficilement compréhensible qu'il puisse s'exprimer avec autant d'incompétence. Cela mériterait une rupture de contrat de la part de ses employeurs. Il pourrait non seulement être bon, mais aussi faire semblant de ne pas être employé de Big Pharma. Dans une chronique matinale récente sur Europe 1, interrogé par François Soto, qui s'est fait rouler dans la farine, il avait innocenté le garde d'asile en disant d'une part qu'il avait vacciné sa fille, preuve scientifique, et d'autre part en omettant de signaler ses liens d'intérêt avec le laboratoire commercialisant garde d'asile, non-respect de la loi, pour des informations sur le personnage, voire ici ou là. J'ai entendu Corinne Lepage se faire massacrer par les deux médecins présents à part sur les sujets qu'elle connaissait bien, et on a senti qu'elle avait compris avoir été invitée comme faire valoir. En revanche, j'ai découvert le docteur Sauveur Beaucris, médecin généraliste à Paris, qui écrit des livres que j'avoue n'avoir jamais lus, et dont j'ai pu constater, mais vous verrez sur pièce, qu'il s'agit d'un incompétent total. La validité intrinsèque de ses propos ne dépasse pas le niveau du cours préparatoire, car, objectivement, il ne sait pas lire. Quelques exemples de ce qu'il a dit. SB affirme que le vaccin antigrippal est utile et efficace. Il n'y a pas de discussion. Je pourrais citer ce blog, des références Cochrane, mais comment lutter avec un illettré pour dire combien la communauté scientifique internationale se pose des questions sur l'efficacité du vaccin et propose quand même la vaccination parce que Big Pharma le vaut bien. SB ne connaît pas la différence entre principe de précaution et principe de prévention, et c'est là où Corinne Lepage lui a cloué le bec. Mais ce n'est pas une nouveauté dans le milieu médical français. SB conseille le garde d'asile à tout le monde et surtout aux femmes qui ont des antécédents de cancer du col dans leur famille. Là, nous sommes dans le sublime et dans une nouvelle AMB, autorisation de mise sur le Beaucris. SB prétend que le vaccin contre l'hépatite est obligatoire, tout comme ceux de la coqueluche et de la méningite. Jean-François Lemoine ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais où exerce-t-il, ce docteur? Connaît-il les textes? Sait-il même quelque chose? Il confond recommandation et obligation. SB assène que les vaccins sont plus contrôlés que tous les autres médicaments pour des raisons d'ubiquité. On en trouve partout, alors que ce sont les produits dont les AMM sont les plus brèves, pour lesquels le nombre de patients est le plus faible, et qui sont réalisés le plus souvent dans l'urgence avec une pharmacovigilance réduite, et à sa plus simple expression, en durée, alors que les données sur le Pandemrix, voire ici, indiquent que les manifestations cliniques de narcolepsie ont été très tardives. À ce propos, le grand journaliste Jean-François Lemoine dit sans sourciller qu'avec le Pandemrix, on sait, d'un air blagueur, sans dire un seul mot des victimes,
Vous trouvez sur ce blog de nombreuses références, et notamment sur le fait que pendant la pseudo-pandémie, les AMM se faisaient au cours des conférences de presse de la ministre, dont j'ai 50 raisons de ne pas citer le nom. SB ne connaît rien à l'histoire de la médecine quand il prétend que personne n'a mis de bâton dans les roues de Louis Pasteur pour l'expérimentation du vaccin contre la rage. Il faudrait dire à SB que, parce que Louis Pasteur n'était pas médecin, il a été honni par les médecins. Il n'a pas été élu qu'à une voix près à l'Académie de médecine, et qu'on se moquait de lui quand il demandait aux chirurgiens de porter des gants pour opérer. SB affirme que la fondation Bill et Melinda Gates fait vacciner. C'est dire une association caritative ne pourrait quand même pas tuer les gens et faire du profit. SB devrait lire ce qui a été écrit sur le Gavi et notamment par CMT et sur le fait que son association désorganise les structures déjà présentes des pays en voie de développement et fait aussi beaucoup d'argent avec l'agroalimentaire. Ici, un article américain récent démontre les liens existants entre associations caritatives type Gavi et les grands trusts. Là. SB dit enfin que nous disposons des meilleurs virologues français, et il cite un chercheur décédé et le professeur Montagnier. Ce dernier, comme on le sait, était un énorme clinicien qui soignait le pape Jean-Paul II avec du jus de fruits. J'ai oublié de dire que le mot frottis n'a pas été prononcé. Cela devait faire partie des éléments de langage à éviter dans cette émission. Quand y aura-t-il de vrais débats contradictoires? Quand cessera-t-on de donner dans la presse des postes de responsabilité à des journalistes sous influence et qui ne respectent pas la loi? Quand invitera-t-on des médecins généralistes qui connaissent leur sujet? Permettez-moi de vous proposer de relire le billet de CMT, Dr Claudina Michael Télébaum, très complet sur le sujet, ici, et de la signaler à Jean-François Lemoine et à SB pour qu'ils puissent le mettre à l'index. Comme d'ailleurs le dossier de Médocéan, ici, sur le site de Dominique Dupagne, un article mi-chèvre, mi-chou, mais volontiers opposé, à moins que je ne me trompe, à la vaccination par garde d'asile. Là, les commentaires sont passionnants, et notamment ceux de CMT, et notamment le premier, qui me paraît décisif, celui du 26 novembre à 0h02, que je reproduis ici, extenso. Je viens de lire ceci, sur le blog de Ginou. Les propos d'un médecin qui me paraissaient, grosso modo, très avisé. Je rappelle aussi des éléments intéressants et libéraux sur le blog de Winkler. On me signale une offensive puissante de Big Pharma au niveau des conseils généraux pour que les PMI appliquent les recommandations du HCSP, organisme public sous la coupe des lobbies. J'y reviendrai. On peut aborder le problème sous plusieurs angles, mais fondamentalement l'idée qu'il serait licite de faire courir un risque, le moindre risque à des jeunes filles de 11-13 ans en parfaite santé, pour obtenir un bénéfice on ne peut plus hypothétique et qui ne se manifesterait, s'il se produit un jour, qu'au-delà de l'âge de 40 ans, me paraît absolument contraire à la déontologie médicale et au serment d'Hippocrate. Un angle pertinent pour traiter le problème me paraît être celui-ci. Il faut se poser la question de savoir si la décision de généraliser ce vaccin à toutes les jeunes filles correspondait à une stratégie cohérente de santé publique pour lutter contre le cancer du col. La réponse est indéniablement non. D'un point de vue de santé publique, la décision de généralisation de ce vaccin est totalement irrationnelle. Et il découle directement de ce raisonnement une évaluation de l'intérêt individuel de cette vaccination. Pourquoi ? D'une part, parce que les cas de cancer du col de l'utérus et les décès qui y sont liés sont en diminution constante et rapide depuis plusieurs décennies en France, d'après les données de l'INVS. Ainsi, la mortalité cumulée, risque total cumulé pour une femme de mourir par cancer du col pendant toute sa vie, a été divisé par 6 en 40 ans, passant de 3,6% pour les femmes nées en 1910 à 0,6% pour les femmes nées en 1950. Plus de 95% des décès surviennent après 40 ans. Actuellement, la mortalité estimée est de 800 cas, dernière estimation,
pour 220 000 décès féminins par an en France, alors qu'elle était de 1215 en 2000, soit une diminution en dehors de toute vaccination de 30% en une dizaine d'années. Pourquoi cette diminution? Moindre promiscuité due à une plus grande conscience du risque de maladies sexuellement transmissibles graves comme le sida, utilisation plus fréquente de préservatifs, et sans doute aussi le dépistage du cancer du col par frottis. Le dépistage par frottis est efficace pour diminuer la mortalité liée à ce cancer. Des études l'ont démontré. Mais en France, le dépistage est seulement recommandé et laissé à l'initiative des femmes, ce qui en diminue l'efficacité. Un certain nombre de femmes se faisant dépister trop fréquemment, on parle alors de surdépistage, tandis que celles qui en auraient le plus besoin ne font pas de dépistage. Le remède serait simple, instaurer un dépistage organisé, comme cela a été fait pour le cancer du sein, alors que le niveau de preuve d'efficacité était pourtant bien moindre pour ce cancer. Un dépistage organisé est un dépistage où l'on invite périodiquement les femmes à se faire dépister. Dans le cas du cancer du col, on a défini une fréquence idéale qui serait de faire le dépistage tous les 3 ans. Les études faites en population dans les pays scandinaves ont montré un parfait parallélisme entre le taux de participation au dépistage organisé et la diminution de la mortalité par cancer du col. Cela ne coûterait pas plus cher qu'actuellement, seulement le coût de l'organisation, car le nombre de frottis serait le même, à peu près qu'actuellement, où une partie de l'ensemble des femmes pratiquent le dépistage trop souvent. Voilà les données du problème en termes de santé publique. Or, quelles sont les conclusions du groupe de travail qui avait été chargé d'examiner la question de l'intérêt économique, entre autres, de la vaccination par le vaccin contre le papillomavirus? Le groupe de travail s'est fondé sur une modélisation de type mathématique et il a conclu qu'on pouvait espérer un bénéfice supplémentaire sur le nombre de cas de cancer du col de 16%, c'est-à-dire une diminution supplémentaire de 16% des cas de cancer. On ne parle pas de mortalité du vaccin par rapport au dépistage organisé, mais que ce bénéfice supplémentaire n'apparaîtrait que dans 70 ans. De plus, ce maigre bénéfice ne pourrait être observé que si 3 conditions irréalistes se réalisaient. Il faudrait que le vaccin maintienne le maximum d'efficacité qui lui est attribué, de 70% pendant 70 ans. Que le taux de vaccination des jeunes filles soit au minimum de 80% pendant 70 ans, que le vaccin nécessite aucun rappel. Si une seule de ces conditions n'était pas remplie, on ne pourrait espérer aucun bénéfice supplémentaire de la vaccination par le vaccin contre le papillomavirus par rapport au dépistage organisé. Malgré son coût exorbitant et les risques qu'il fait courir à des jeunes filles en bonne santé. Go. Je ne peux pas développer toute l'argumentation ici, mais je renvoie à l'article que j'avais écrit chez Docteur du 16. Illustration ici de l'article cité plus haut, et que je vous invite à y l'ouvrir, car les liens sont absolument fabuleux entre les associations caritatives et les principaux trusts. Publié donc par Docteur du 16, docteur généraliste, sur son blog, donc un médecin généraliste